Pour cette nuit de la lecture 2024, voici quelques extraits lus par quelques lecteurs boulimiques de littérature de tout genre et de tout acabit. Bonne écoute à vous. À l'automne 2017, The Guardian a proposé à Elena Ferrante de tenir une rubrique hebdomadaire. Elle a donc écrit un certain nombre de textes, réunis un par semaine, réunis dans un livre qui s'appelle Chroniques du hasard, publié chez Gallimard. La chronique que je vais lire est celle du 22 décembre 2018, intitulée « Ça, c'est moi » et c'est lu par Marielle. J'appartiens à cette catégorie de personnes qui ne s'apprécient sur aucune photo ou vidéo. Dès que je réalise que quelqu'un que j'aime pointe son téléphone portable vers moi, je tourne le dos, me couvre le visage avec les mains et m'exclame « Ah non, je suis toujours moche sur les photos, arrête, je ne suis pas photogénique !» Or, il y a quelque temps, j'ai retrouvé une photo de moi sur laquelle j'avais 17 ans et je me suis tellement plu que, chose extraordinaire, je l'ai fait encadrer et je l'ai placée sur un rayon de ma bibliothèque. Et voilà que tous ceux qui l'ont découverte, parents et amis, se sont montrés perplexes. « Quelle beauté! Mais c'est vraiment toi ?» Une personne qui me connaît depuis des décennies et qui a beaucoup d'affection pour moi m'a même dit, après avoir couvert de louanges cette image, « Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas l'impression que tu étais comme ça. » Peu à peu, j'ai dû admettre que je me plaisais justement sur ce cliché parce que je ne ressemblais pas du tout à l'image que j'avais de moi. Avais-je vraiment eu ces traits uniquement dans ma 17e année, à la fin d'une adolescence troublée, comme le sont en général les adolescences ? Difficile à dire. À la réflexion, je n'avais pas le souvenir d'avoir traversé cette année-là en me sentant particulièrement satisfaite de moi, de mon apparence, ce que cette photo pourtant aurait justifié. Au contraire, il se peut qu'à l'époque, cette image ne m'ait pas particulièrement frappée et que je l'ai considérée comme une de ces nombreuses photos que j'aurais volontiers déchirées. Ou bien il est probable que je ne me sois pas trouvée si mal que ça, mais que justement parce que je n'avais pas une haute opinion de moi, je ne me sois pas reconnue et que j'ai aussitôt oublié cette image. Bref, que s'était-il passé ? Avais-je eu cette apparence seulement dans la fraction de seconde où quelqu'un avait appuyé sur le bouton ? Ou bien était-ce le témoignage d'un défaut de l'appareil ? Cette image était-elle l'invention fortuite d'une mécanique ? Mais alors pourquoi en suis-je arrivée aujourd'hui à l'encadrer et à l'exposer ? Est-ce que je désire maintenant, dans cette phase de ma vie, me tromper moi-même et me souvenir de moi tel que je n'ai jamais été ? J'ai l'impression de n'avoir trouvé la réponse que ce matin, en écrivant. Ce qui a été photographié, là, c'est un moi qui a vraiment existé, mais qui ne correspond pas à ce que j'étais et à ce que je suis habituellement. Là, c'est ce qu'il y a de meilleur en moi qui se manifeste, échappant ainsi à mon apparence physique ordinaire. Et je ne crois pas que ce soit un phénomène unique. Cela arrive au contraire à tout le monde. C'est ce moment très rare où, après une épreuve affrontée avec succès, après un geste courageux, après un acte miraculeusement créatif, on se dit avec satisfaction et stupeur « Oh, je n'aurais jamais cru en être capable !» C'est l'instant où tout le monde, même l'appareil photo, nous dit « Ah, comme t'es bien aujourd'hui !» C'est un autre nous qui s'échappe de nous-mêmes, heureux dans chacune de ses cellules. Même notre visage est devenu autre. Ensuite, comme certaines divinités aquatiques qui ne se révèlent que quelques secondes, nous plongeons à nouveau, retournant à notre apparence de tous les jours. Pays perdu de Pierre Jourde par Brigitte. Lorsqu'elle était toute petite l'été, Lucie s'approchait prudemment de notre maison. Elle nous regardait lire au soleil. Elle parlait peu, se contentait de nous fixer en souriant, debout dans la lumière. Minuscule et ronde dans ses vêtements très simples,
Elle intimidait par sa beauté. Jamais depuis je ne l'ai vue sans ce sourire qui concentrait l'évidence rayonnante de sa personne, et au-delà les animaux qui passaient lentement derrière elle, les cloches annonçant le retour des troupeaux pour la traite du soir, la montagne. Devenue presque une jeune fille quand la maladie l'a eue dépouillée de ses cheveux, de la couleur radieuse de ses joues, le sourire demeura. Le mal avait transformé l'enfant blonde et dorée en adolescente blême et chauve comme un mannequin. Il aurait pu tout lui prendre, le sourire serait resté. À s'être défait de ce qui paraissait le soutenir, il avait gagné en force, se dépensait avec la même générosité distraite et familière. Il se déployait pour lui-même, pareil à la fixité inaltérable d'un beau jour. À l'annonce de sa mort, j'ai revu tout cela. Toutes les apparitions de la Lucie enfant sur le chemin, tous les jours d'été où ses yeux se fixaient sur nous, s'étaient fondus dans ma mémoire en une seule apparition miraculeuse, un unique jour d'été. Lucie nous avait dispensé en une fois toute l'enfance. Nous avons pris conscience à ce moment de l'annonce de sa mort dans la voiture, de la prégnance de cette image. Elle avait pesé sur la Lucie réelle, nous avait peut-être empêchés d'approcher d'elle comme il aurait fallu. On n'entre pas aisément dans l'intimité des apparitions passées. Ce que nous ignorions à la contempler dans ces jours de sa petite enfance, c'est que nos larmes un jour en viendraient. Elles commençaient là. Que les qualités de ce qu'on aime nourrissent en secret des chagrins, on l'ignore presque toujours. On ne veut pas le voir. On le pressent cependant. Dans la crainte qui s'attache aux choses vraiment belles, on tourne autour. On se garde d'ouvrir la porte, sachant ce qui se tient derrière, avec sa face atroce. Vivre n'est possible que si la porte demeure fermée. Extrait de Misery de Stephen King, lu par Frédéric Ruiz. Les ténèbres avaient précédé la douleur et le nuage de tempête. Il commença à se souvenir de ce qui avait précédé les ténèbres quand elle lui expliqua ce qui lui était arrivé. Ce fut peu de temps après avoir posé la traditionnelle question du dormeur qui se réveille désorienté, à quoi elle avait répondu qu'il se trouvait dans la petite ville de Sidewinder, au Colorado. Elle avait ajouté avoir lu chacun de ses 8 romans au moins 2 fois, et dévoré ses préférés, à savoir la série des Misery, 4, 5, sinon 6 fois. Elle n'émettait qu'un vœu, qu'il pût les écrire plus rapidement. Elle lui avoua qu'elle avait eu toutes les peines du monde à croire que son patient était bien le véritable Paul Sheldon, après avoir lu sa carte d'identité dans son portefeuille. « Au fait, où est mon portefeuille » demanda-t-il. « Je l'ai placé en lieu sûr, » répondit-elle. Son sourire se transforma soudain en une expression de méfiance obtuse qui ne lui plut pas beaucoup. Impression de découvrir une profonde crevasse presque dissimulée par les fleurs de l'été au milieu d'une souriante et joyeuse prairie. « Vous ne croyez tout de même pas que je vous ai volé quelque chose, non ? » ?»« Non, bien sûr que non. C'est simplement que le reste de ma vie s'y trouve, songea-t-il. Ma vie à l'extérieur de cette pièce, en dehors de la douleur, en dehors de cet apparent étirement du temps semblable à ces longs filaments de chewing-gum que font les gosses lorsqu'ils s'ennuient. Parce que c'est ainsi que ça se passe dans l'heure qui précède l'arrivée des gélules. « Simplement quoi, monsieur l'homme ?» insista-t-elle. Et il vit avec inquiétude que le regard rétréci devenait de plus en plus sombre. La crevasse s'élargissait, comme si un séisme grondait en dessous de son front. Il entendait le gémissement aigu et régulier du vent à l'extérieur, et il lui vint soudain à l'esprit cette image. Elle le soulevait et le balançait sur son épaule, sur laquelle il restait posé comme un sac de toile sur un mur de pierre, et l'emportait à l'extérieur pour le déposer dans un banc de neige. Il allait geler à mort, mais avant cela, ses jambes l'élanceraient et il crierait. Enfin, le crépuscule se fit sur le 4e jour. On annonça une attaque.
Il ne s'agirait pas de s'embusquer dans une tranchée, mais de sortir, d'avancer dans la plaine, de surprendre l'ennemi par le côté, de gagner du terrain. La nuit serait décisive. Hitler se jeta dans la mêlée. Il n'était pas en première ligne, les estafettes ne le sont jamais, mais il colportait les ordres essentiels. La bataille ne se ferait pas sans lui. Le feu roulant commence, il pleut des obus dans les ténèbres. On entend à peine le gazouillement des fusées éclairantes qui renvoient de temps en temps leur lumière. Les hommes quittent le boyau pour entrer dans les bois. Les Français ne sont pas loin. On entend des salves. Hitler transmet les ordres, il faut longer le bois. Il court, il crie, il court, il jure. Des coups partent, des balles se figent dans les écorces. Des camarades gémissent et tombent. Il court, il se sent grand, il est immense, il court, il est devenu un guerrier, il charge, il ne craint rien, il n'a pas peur de la mort, il va la donner. Il est le guerrier absolu. Il court, il plonge, il rampe, il se relève, il court. Il n'est plus lui, il n'est plus que réflexe. Son corps est plus intelligent que lui. Son corps sait tout. Son corps sent tout. Il est un, enfin. Un élan, rien qu'un élan, tout un élan qui le meut et le dépasse. La puissance monte au maximum en lui, incandescente. Il court. La vie est intense, plus intense qu'elle ne fut jamais. Avant, il n'a connu qu'un insipide néant. Maintenant, il existe, il surexiste. Il court, il tombe, il jure, il rit, il court. Tout son sang s'est mobilisé. Tous ses nerfs sont à l'affût. Une énergie concentre en lui des ressources inconnues. Il n'a jamais vu si bien, ni entendu si finement. Jamais ses sens n'ont eu cette acuité. Il est un géant. La bête s'est réveillée en lui. Elle est belle, la bête. Rapide, inépuisable, instinctive, millénaire. Elle est forte, la bête. Elle se jette au sol, esquive une balle, tire, se redresse. Un flair énorme, la bête. Elle évite toujours la mort. Elle la donne d'un coup sûr, et souple, et vive. Oui, en lui, l'homme meurt. La bête le remplace. Il court, il tire, il court. C'est le feu, c'est la charge, c'est l'extase de la charge. Je suis heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux. J'existe enfin. Merci, mon Dieu, de m'avoir fait connaître la guerre. Un texte court, extrait de La Horde du Contrevent, d'Alain Damasio, chapitre 14, Vers amorphe. C'est Sauve, le scribe, qui parle de leur corps et de sa naissance, de leur naissance. Lu par Marielle. De mon passé de rafale, je n'ai jamais cherché à dégravoyer le lit. Mes souvenirs sont faits d'épaisseur, de vents et de poussière. Je coule, j'avance à pas élastiques, délardé comme une pierre, étrécie jusqu'aux danses, jusqu'à l'axe. Avant même de naître, je crois que nous marchions. Nous étions déjà debout, la horde entière étalée en arc, déjà ferme sur fémur, et nous avancions avec nos carcasses raclées et nos côtes nues, les rotules rouillées de sable à griffer le roc avec nos tarses. Nous avons marché longtemps ainsi, tous ensemble, à chercher la première de toutes nos prairies. Nous n'avons jamais eu de parents. C'est le vent qui nous a fait. Nous sommes apparus doucement au milieu de la friche armée des hauts plateaux, à grandes truellées de terre voltigées pris dans nos ossements, par l'accumulation des copeaux de fleurs, dit-on aussi, sur cette surface qui allait devenir notre peau. De cette terre sont faits nos yeux et de coquelicots nos lèvres. Nos chevelures se teintent de l'orge cueillie tête nue et des graminées attirées par nos fronts. Si vous touchez les seins d'Orochi, vous sentez qu'ils sortent du choc des fruits sur son torse et mûrissent toute une vie. Ainsi en est-il des animaux et des arbres, de tout ce qui est. Seuls naissent vraiment les squelettes. Seuls ont une chance ceux qui se dressent au-dessus de leur paquet d'os et de bois, en quête d'une chair, en quête d'une écorce et d'un cuir, de leur pulpe, en quête d'une matière qui puisse, en les traversant, les remplir. Lorsque la carcasse reviendra à claire-voie sous la couenne, lorsque toute la substance souple aura été curée dans 10 ans à peine,
nous serons à nous-mêmes, à nouveau, nous-mêmes face au vent final, prêts à la bourrasque de trop qui disloque aux jointures. Alors nous rirons une dernière fois de notre rigueur extravagante et nos squelettes d'appui éclateront dans la poussière. Extrait de Misery de Stephen King, lu par Frédéric Ruiz. 2 heures plus tard, Paul crocheta à nouveau la serrure de la chambre, et pour la 2e fois, força avec son fauteuil le passage un rien trop petit du chambranle. Pour la dernière fois, espéra-t-il. Il avait disposé une paire de couvertures sur ses genoux, et toutes les gélules restées dissimulées sous le matelas se trouvaient maintenant enroulées dans un Kleenex et glissées dans ses sous-vêtements. Son projet était de sortir s'il le pouvait, qu'il plût ou non, il n'avait pas l'intention aujourd'hui de laisser passer la chance qui s'offrait à lui. Sidewinder était en contrebas, et la route serait glissante avec la pluie. En outre, il faisait noir comme dans un tunnel. Mais il voulait tout de même essayer. Il n'avait eu ni une vie de héros, ni une vie de saint, mais il n'avait aucune envie de mourir comme un oiseau exotique au fond d'un zoo. Il se souvenait vaguement d'une soirée passée à boire du whisky avec un auteur dramatique morose, du nom de Bernstein, au Lion's Head, dans Greenwich Village. Et si un jour il revoyait le village en question, il se promettait de s'y rendre sur ce qui lui restait de jambes et d'embrasser le trottoir de Christopher Street. À un moment donné, la conversation avait porté sur les Juifs ayant vécu en Allemagne pendant les 4 ou 5 années difficiles ayant précédé l'entrée de la Wehrmacht en Pologne et sur ce qui leur était arrivé ensuite, quand les choses sérieuses avaient commencé. Paul se rappelait avoir dit à Bernstein, qui avait perdu une tante et un grand-père dans l'Holocauste, qu'il ne comprenait pas pourquoi les Juifs d'Allemagne, bon sang de toute l'Europe, mais surtout d'Allemagne, n'avaient pas fichu le camp pendant qu'il était encore temps. Ce n'était pourtant pas, tant s'en faut, des gens stupides, et beaucoup avaient eu une expérience directe de ce genre de persécution. Ils avaient certainement dû voir venir ce qui arrivait. Pourquoi étaient-ils restés ? La réponse de Bernstein l'avait frappé parce qu'elle avait à la fois de frivole, de cruel et d'incompréhensible. La plupart avaient des pianos. Nous autres juifs, nous adorons le piano. Quand on possède un piano, on envisage plus difficilement de déménager. Maintenant, il comprenait. Oui. Tout d'abord, il avait été paralysé par ses jambes et son bassin cassé, puis Dieu lui vienne en aide, le livre avait pris le relais. D'une certaine manière, quelque peu aberrante, il y trouvait du plaisir. Il aurait été facile, trop facile, de tout rejeter sur ses jambes brisées ou sur le nombril, alors qu'en réalité, c'était le livre qui avait compté le plus. Cela est le passage somnolent des jours, avec leur emploi simplifié du temps à usage de convalescents. Toutes ces choses, mais surtout ce foutu bouquin stupide, avaient joué le rôle du piano. Que ferait-elle si jamais elle ne le retrouvait pas en revenant de son rigoloir? Brûlerait-elle le manuscrit? J'en ai rien à foutre, grommela-t-il, ce qui était presque la vérité. Extrait du roman Agnès Le Digue, Un abri de fortune, Pierrette Eloi. Quand j'étais petite, mon père me disait que les étoiles dans le ciel étaient là pour absorber nos soucis. Il y en a des milliards dans l'univers, alors on a le droit d'avoir chacune la nôtre pour surveiller sur nous et aspirer nos peines. Il suffit de choisir la sienne et de lui faire confiance. Je touille doucement dans la tasse brûlante, puis observe le tourbillon d'insouciance que forment mes souvenirs d'enfance. À une époque où l'on acceptait encore que les enfants errent seuls, leur épée en bois à la main et leur liberté en bandoulière comme un bouclier contre la peur. La pluie s'incline devant le soleil en s'évaporant comme si elle s'en allait sur la pointe des pieds devant son roi. Extrait de Le garçon incassable de Florence Sévos, lu par Marinella. À sa naissance, il s'appelle Joseph. Joseph a un peu plus de 6 mois. Il vient de se réveiller de sa sieste,
Le soleil d'avril est entré dans la chambre. Il regarde autour de lui. Ce n'est pas la même chambre qu'hier, mais il est habitué à changer de chambre. Il y a 2 chambres dans sa vie. Le compartiment de train, qui est toujours le même, et dans lequel il est seul avec sa mère et quelques personnes inconnues, qui parfois avancent vers lui un doigt énorme pour lui chatouiller le cou. Et l'autre chambre, qui est chaque fois différente, et où le lit, la fenêtre et la porte ne sont jamais à la même place. Dans celle-ci, ils habitent à 3 avec son père, qui est un géant. Joseph regarde la porte et attend que sa mère apparaisse. Comme elle n'apparaît pas, il va voir à 4 pattes si elle est derrière. Il y a un couloir. Les doigts de Joseph sont si petits qu'il pourrait presque se coincer dans les interstices du parquet. Il essaie d'attraper les yeux sombres dans les dessins du bois, mais il se dérobe. Il avance silencieusement jusqu'à l'escalier. Il lui semble entendre la voix de sa mère en bas. Joseph pose une main sur la première marche, et c'est en voulant poser la deuxième qu'il perd l'équilibre. Il bascule, la tête en avant, et puis il roule, bang, 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 jusqu'en bas. Cet escalier est interminable. C'est aussi ce que pensent les adultes qui viennent de comprendre d'où vient ce bruit et savent, tout en se précipitant, qu'ils arrivent trop tard. Joseph est en bas des marches. Il est étonné. La tête lui tourne un peu. Il s'assoit sur les fesses. La première chose qu'il voit, c'est le visage d'un homme au regard à la fois doux et perçant. Joseph connaît ce visage. Tout de suite, il cherche des yeux les mains de cet homme. Car souvent, elles dissimulent des cartes à jouer qu'elle déroule en guirlande. Parfois aussi, elles sont entourées par des objets fascinants qui lancent des éclairs de lumière et font 1000 claquetis. Mais aujourd'hui, les mains de l'homme sont nues. Et Joseph pousse un petit cri de désappointement. L'homme lui caresse doucement la joue. Joseph l'interroge du regard. C'est à cet instant que sa mère apparaît, l'examine, le palpe, lui parle, le soulève délicatement et le serre trop fort contre elle. La voix de l'homme dit « That sure was a buster ». Dans le monde du spectacle, a buster, c'est une chute spectaculaire. Joseph ne le sait pas encore, mais il vient de changer de nom. À partir de ce jour d'avril 1896, plus personne ne l'appellera jamais Joseph. Ni ses parents, ni ses frères et sœurs à venir, ni ses futurs compagnons de travail, ses amis, ses compagnes. Désormais, il s'appellera Buster. Quelle que soit la matière qu'il enseigne, un professeur découvre très vite qu'à chaque question posée, l'élève interrogé dispose de 3 réponses possibles. La juste, la fausse et l'absurde. J'ai moi-même passablement abusé de l'absurde pendant ma scolarité. La fraction, faut la réduire au dénominateur commun. Ou plus tard, sinus A sur sinus B, je simplifie par sinus, reste A sur B. Un des malentendus de ma scolarité tient sans doute à ce que mes professeurs notaient comme étant fausses mes réponses absurdes. Je pouvais répondre absolument n'importe quoi, une seule chose m'était garantie, j'obtiendrais une note. 0, généralement. J'avais compris cela très tôt, et que c'était la meilleure façon d'avoir la paix, ce 0, au moins provisoirement. Or, la condition sine qua non pour libérer le cancre de la pensée magique, c'est le refus catégorique de noter sa réponse si elle est absurde. Pendant nos premières séances de correction grammaticale, ceux de mes aménagés qui se prétendaient abonnés au 0 n'étaient pas avares en réponses absurdes. En 4e, par exemple, l'ami Samy. Samy, quel est le premier verbe conjugué de la phrase ? Vraiment, monsieur, c'est vraiment.
Qu'est-ce qui te fait dire que vraiment est un verbe? Ça se termine par E-N-T. Et à l'infinitif, ça donne quoi? Allez, vas-y. Qu'est-ce que ça donne? Un verbe du premier groupe? Le verbe vraimer? Je vrème? Tu vraimes? Il vrème?